Alors, on va continuer un peu dans la lignée de ce que j'avais déjà présenté. Là, c'est toujours sur le paradigme à base de tâches, mais là, c'est vraiment retour d'expérience un peu d'un développeur dans une application qui aurait utilisé ce paradigme-là. C'est voir la structuration du code, voir un peu ce qu'il faut gérer, voir un peu ce qui est pratique et ce qui aussi peut être des points d'attention, notamment sur la question des performances. Donc, on va encore parler, on va prendre Caméléon comme exemple. Donc, Caméléon, donc une bibliothèque d'algèbre linéaire dense. Donc, c'est écrit en C. Donc, ça gère les matrices denses qui peuvent être donc, de très grande taille, parce qu'on peut aller vers du distribué. Typiquement, les algos qui marchent bien dans Caméléon, bon, c'est tout ce qui est addition de matrices, multiplication, qu'elles soient symétriques ou générales, des factorisations de Cholesky, des LU, des décompositions QR, des moindres carrés. C'est ce genre de choses-là. Et en fait, ce qui est intéressant, la philosophie de Caméléon, c'était aussi de rester agnostique des paradigmes d'implémentation comme CUDA, HIP et compagnie, mais aussi agnostique des runtime systems. C'est-à-dire que c'est une plateforme de recherche, donc tester des algos d'algèbre linéaire à base de runtime et de pouvoir comparer aussi un peu les différents runtime entre eux, les différentes approches. Donc, dedans, notamment, on peut utiliser les runtime OpenMP Task, Parsec et StarPU et avoir exactement les mêmes algos en termes haut niveau. Donc, j'ai dit MPI distribué avec du CUDA, du HIP. Ça ne gère pas encore la partie Intel Cycle. En développement, il y a des aspects sur la compression, sur les précisions mixtes et puis sur les interfaces Python. Ça, c'est sur les aspects de développement. Et donc, la philosophie, vraiment, c'est de pouvoir écrire les algorithmes haut niveau de façon complètement générique. Et pour ça, on se débrouille, donc pour que ce soit faisable et avoir des algos assez simples à l'écriture, donc on se débrouille en décomposant la matrice globale en sous-blocs, un peu comme Scalapack le fait, et Plasma. Et il faut garder en tête, donc, du coup, qu'on va insérer les tâches sur ces blocs-là. Et l'idée, c'est que les tâches qui vont être soumises, c'est quelque chose pour lequel on s'attend à avoir un très bon, enfin, on s'attend à maximiser le gigaflop rate, donc avoir vraiment le meilleur débit en termes de calcul. Donc, on va choisir les tailles des blocs de façon adaptée selon si c'est sur GPU ou selon sur CPU. Et selon le noyau aussi qui va être appelé. Ça va être des choses à garder en tête. Et donc, par simplicité de développement, globalement, toutes les tuiles, là, elles sont de taille régulière, c'est carré et de la même taille partout. Sauf bien sûr à la fin de la matrice où on aura un reliquat rectangulaire. Alors, je voulais parler un peu de la structuration du code, montrer à quoi ça peut ressembler. Donc là, par exemple, c'est le fameux Cholesky qu'avait présenté Samuel. Et donc, on a un premier niveau dans la bibliothèque Caméléon, c'est le niveau compute, où on exprime les algorithmes au niveau mathématique et où on insère les tâches. Donc, c'est les boucles sur les tuiles où on insère les tâches de manière séquentielle, les unes après les autres, dans des boucles forts. Donc, d'abord un POTRF sur la tuile en haut à gauche, puis des TRSM qui se suivent ici, on les voit ici. Puis ensuite, on doit faire un cirque ici, et puis ensuite des gems pour mettre à jour toute la partie ici, trailing submatrix. Et on voit, et là, c'est vraiment le vrai code que je vous ai copié-collé ici. Et c'est très lisible pour un numéricien. Quelqu'un qui fait ces algos-là, qui les connaît, là, on parle que de maths. Et donc, on cache complètement l'aspect runtime. On ne voit pas apparaître StarPU, on ne voit pas apparaître OpenMP, on ne voit pas apparaître CUDA, on ne voit pas apparaître les noyaux Kublas qui pourraient être appelés en sous-jacent. Et donc, l'idée, c'est de faire cet effort vraiment de modularité et de généricité pour qu'à chaque niveau, vraiment, on s'intéresse à l'aspect vraiment spécialisation. Là, c'est les maths. Ensuite, ce sera le runtime et ensuite, il y aura des noyaux. Et donc, en fait, la partie bleue, verte et rouge ici, calcul, runtime, kernel, c'est vraiment 3 libres différentes. Pour 3 niveaux d'interface différentes, finalement. Donc, le second niveau, c'est la partie où on insère. Donc, quand on a fait un insert task, par exemple, d'un gem ou d'un POTRF, qu'est-ce qui se passe en interne? Si c'est le cas StarPU, si je monte du code quand c'est le runtime StarPU, bon, ah oui, quand c'est noir, ouais, désolé. Donc là, on demande à StarPU d'insérer une tâche de type gem. Donc, comme l'a montré Antoine tout à l'heure, on doit décrire l'ensemble des données qui sont en jeu, en lecture, en écriture, ici le AB en lecture et le C en écriture ou en read-write, selon les cas du gem. Et on doit donner une petite codelette ici qui a une structure où on va donc renseigner nos différents pointeurs de fonctions. Alors, on n'est pas obligé de renseigner toutes les implémentations qu'on pourrait avoir disponibles, hein. Ça peut être un choix arbitraire de dire je n'expose qu'une implémentation purement CPU, donc qui vont travailler que sur des cœurs CPU, ou CPU et CUDA.
et voir tout ce que j'aurai à disposition avec aussi du HEAP et du OpenCL. C'est tout à fait possible, c'est au choix du développeur. Donc là, dans le cas du GEM, pour le coup, on a pas mal d'implémentations disponibles un peu gratuitement. C'est même pas nous qui le codons. Nous, on a juste à coder que l'appel ensuite au noyau existant qu'on trouve dans les libs traditionnels, comme QBLAS et ROGBLAS. Donc voilà, ce dernier niveau, c'est ça. Donc nous, dans notre dernier niveau de bibliothèque, ici, interface vers les QBLAS ou IBLAS, c'est simplement comme ça un niveau d'interface où on récupère le pointeur que nous donne StarPU et on appelle la fonction QBLAS directement. Donc il n'y a même pas énormément de code GPU en fait, à gérer. On a juste un appel à une API C. Donc le code est plutôt sympa à maintenir et plutôt facile aussi à faire évoluer, à étendre. Quand on veut rajouter une fonction, c'est assez clair. On imite vraiment ce qu'il y a déjà dans la structuration du code et c'est assez simple. Alors, des points d'attention au niveau des performances. Donc moi, c'est vraiment mon expérience. Ça fait une petite dizaine d'années qu'on travaille avec les équipes. Donc il y a un aspect, notamment quand on parle de GPU, c'est l'aspect hétérogénéité de la puissance de calcul. Donc je vous ai dit tout à l'heure que par simplicité du développement, on avait des tuiles régulières sur toute notre matrice. Donc on structure ça en blocs, par exemple, taille 500, 500 ou taille 2000, 2000. Oui, mais alors si c'est 500 partout ou 2000 partout, alors si on utilise des GPU et que vous utilisez 2000 parce que c'est la meilleure taille pour les GPU, ça va être performant que sur les GPU et on risque d'avoir des noyaux qui sont très lents sur les CPU et pas avoir assez de tâches en parallèle à fournir aux CPU, on va avoir plein de CPU idle qui ne vont rien faire. À l'inverse, si on met du 500 partout, sur les CPU, ça va bien se passer parce que c'est la bonne taille pour le CPU, mais sur le GPU, on va être sous-performant. Il faut trouver un compromis. Alors, soit on tape au milieu, mais ce n'est pas forcément une très bonne idée pour la performance. Ce ne sera pas la performance optimale de taper au milieu. Donc, il y a une solution pour faire ça avec StarPU qui est intéressante. C'est d'abord donc d'exprimer la matrice avec la grosse taille de tuile, celle qui est adéquate pour les GPU, donc par exemple taille 2000-2000. Et plutôt que d'exécuter ces tâches, les tâches sur les tailles 2000-2000 sur chaque CPU pris individuellement, on demande à StarPU de créer un cluster de cœurs, donc nous donner un worker qui va être en fait un worker parallèle dans lequel on va soumettre une tâche parallèle. C'est-à-dire que plutôt que d'invoquer un CBLAS, par exemple, séquentiel, on va invoquer un CBLAS parallèle multithreadé. Par exemple, la Intel MKL, ils ont des très bons noyaux multithreadés. Et sur 8 cœurs, ça se comporte très bien d'appeler un GEM ou un TRSM sur ce genre de petit cluster de 8 cœurs. Et comme ça, on peut avoir une perf tout à fait décente sur les, par exemple, 8 clusters de 8 cœurs, si on a 64 cœurs. On va avoir des bonnes perfs pour nos noyaux de taille 2000-2000. Et en plus, ça va très bien se comporter sur les GPU. Il y a une autre façon de faire, c'est les tâches récursives. Donc ça, c'est plutôt en développement dans StarPU, mais il y a des belles promesses, notamment pour le moment sur un nœud. Après, il y a des choses encore qui se font distribuer, mais déjà sur un nœud, avec des CPU et des GPU, il y a des choses très intéressantes, où finalement, on exprime l'algo à un niveau sur la grosse matrice, on dit, on soumet un gros POTRF sur la matrice globale. Ah oui, mais alors attends, j'ai plein de ressources qui sont inoccupées, qu'est-ce que je fais? Et on exprime à StarPU que en fait, on peut subdiviser le problème peut-être en 2 et 2, sur lequel émerge un POTRF, un TRSM, un circ, un GEM. Et s'il voit qu'il y a encore des CPU non utilisés et des GPU non utilisés, on peut encore redécouper jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de tâches pour alimenter toutes nos ressources. Et ça se fait dynamiquement. C'est le runtime qui décide un peu à la volée. Quand il a trop de tâches disponibles, il refusionne les tuiles en plus grosses tuiles pour que ce soit plus raisonnable en termes de nombre de tâches. Et puis si les ressources sont inoccupées, il décide à la volée de diviser. Alors, d'autres éléments donc pendant la performance qui sont hyper importants, c'est ces histoires de transfert avec le GPU. Donc, il y a 2 éléments, donc Sam t'en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est les aspects échange entre le mémoire host et device. Donc, il y a cette histoire de mémoire punaisée. Si on a plein d'échanges à faire entre le host et le device, c'est que c'est toujours la même donnée, on a tout intérêt à donc rendre cette mémoire la punaisée une bonne fois pour toutes, parce que sinon, à chaque fois, c'est un surcoût de passer mémoire pageable à mémoire pinned, là. Et ce surcoût, on n'a pas envie de se taper. Alors, ce qui est bien, c'est que StarPU gère ça automatiquement. Quand on laisse StarPU gérer les données, globalement, automatiquement, quand on enregistre notre donnée, automatiquement, il dit, moi, je vais pinner la mémoire en appelant le QDAMalloc host, là. Alors, c'est super, c'est transparent. Par contre, il y a des cas où on n'a pas envie de le faire, en fait. Il y a des cas, par exemple, on sait que on alloue notre matrice, on va la taper dedans, on va la remplir, mais que jamais les noyaux auront besoin d'aller sur GPU.
Donc, on n'aura jamais, par exemple, besoin de la transférer sur GPU. Donc, ce genre de choses, ce genre de choix automatique arbitraire, faut essayer de le désactiver, soit en gérant nous-mêmes la mémoire et en disant à StarPU, tu ne touches pas, c'est ma mémoire, enregistre et c'est vraiment un truc pur CPU. Donc, il y a des petites choses comme ça, des fois, à regarder pour éviter des surcoûts un peu qu'on peut éviter. Ça peut être aussi le cas, même si on a notre matrice à envoyer une fois sur le GPU, ça peut être pas forcément intéressant de passer par ce pinning mémoire si finalement on n'a pas beaucoup de réutilisation des blocs de données, quoi. Si c'est qu'une fois qu'on l'utilise, pas sûr que ce soit une grosse plus-value. Il y a un autre aspect, c'est le GPU direct. Donc pour éviter de faire transiter la donnée sur la mémoire principale quand on doit la communiquer entre deux GPU. Donc ça, c'est hyper important pour les performances. Normalement, c'est aussi géré de manière transparente. Simplement, attention, notamment quand on fait du MPI, donc StarPU plus MPI, selon les configurations, il faut vraiment aller s'assurer quand même que ça a été bien installé, bien configuré, que c'est bien actif tout ça, finalement, dans la pile logicielle. Parce que des fois, on a l'impression que oui, l'OpenMPI ou le MPI du cluster, ils ont le GPU direct, mais on n'est pas tout à fait sûr que ensuite StarPU, il ait bien activé les balises qu'il faut pour que ça, ce soit accessible. Et donc, moi, vraiment, c'est un conseil, c'est d'aller faire des petits benchmarks avec des exemples StarPU qui doivent exister dans la partie exemple d'ailleurs, avec des sortes de benchmarks aux U, là, où on peut finalement tester ces transferts dans les différentes zones mémoire pour s'assurer qu'on a bien le GPU direct d'activer. Bon, il y a d'autres aspects qui sont vraiment intéressants parce que quasiment gratuites, quoi. On n'a quasiment rien à faire. En fait, à partir du moment où dans Caméléon, on utilise StarPU, on a toutes ces choses-là qui existent directement, comme l'out of core. Donc, l'out of core, nous, on a des partenaires qui l'ont utilisé, notamment parce qu'ils n'avaient pas forcément intérêt à distribuer le code. Ils avaient des grosses données, ils voulaient aller plus loin dans la taille des données. Ils ne voulaient pas forcément distribuer le code. Et en fait, avec l'out of core, simplement, vous dites à StarPU, bon, moi, j'ai que 128 Go en RAM, je ne veux pas dépasser ça. Et puis, si tu dépasses cette limite mémoire, StarPU, débrouille-toi pour aller évincer des données, les mettre sur disque, notamment celles qui ne sont pas tout de suite utiles dans le DAG. Ça, StarPU, il a toutes les infos. Il peut choisir, avoir des bonnes stratégies pour dire ces données-là, ça fait longtemps qu'on ne les a peut-être pas utilisées, on va les évincer sur le disque, on verra plus tard, et de les recharger quand il faut. Donc, très intéressant pour monter en taille de système sans forcément avoir à penser à comment je vais partitionner mes données et faire du MPI. L'autre élément aussi, c'est la simulation avec SimGrid, qui est directement accessible. Donc, simulation avec SimGrid, on s'en est pas mal servi avec Caméléon. On a des partenaires, notamment à Lyon, qui travaillent à l'INRIA, au CNRS, qui font des gros travaux, des travaux de recherche sur l'ordonnancement de tâches, notamment en hétérogène. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, à partir du moment où vous avez les modèles de performance de vos noyaux, c'est-à-dire les coûts unitaires de chaque opération dans votre algorithme total, vous pouvez essayer de rejouer plein de variantes de votre algorithme, notamment en termes d'ordonnancement, par exemple, ou faire varier le nombre de ressources, en se disant, tiens, imaginons que finalement, j'ai 2 fois plus de CPU, ou 4 fois plus de nœuds, ou 8 GPU au lieu de 4, par exemple. On peut changer comme ça les configs, et avec juste les performances des noyaux, StarPU peut, avec SimGrid, peut finalement lancer les expériences sans faire de vrais calculs numériques, bien sûr, mais nous redonner finalement l'estimation du temps que ça aurait pris si on l'avait lancé sur une machine de calcul. Et en plus, tout ça peut se faire sur un laptop, sans forcément avoir à réserver des nœuds avec le temps d'attente. D'ailleurs, si on veut faire des expériences sur 1000 nœuds, par exemple, ça peut être compliqué. Là, on peut au moins essayer d'estimer quelle performance on aurait compte tenu de, des déplacements de données, des perfs noyaux, de la performance sur le réseau, etc. On a des fonctionnalités aussi donc, avec StarPU directement pour avoir des traces d'exécution. Donc là, par rapport au profiler un peu habituel où ça peut être sur base de sampling, là, c'est vraiment précis sur à tel temps, vous avez eu telle tâche qui a été exécutée à tel endroit. C'est un peu une vision différente. C'est pas c'est votre gem qui a pris 85% du temps et c'est le TRSM qui a pris 25%. C'est pas vraiment ça. Et allez voir après dans les sous-fonctions pour voir comment se dépile la performance de chaque opération. Là, c'est vraiment voir un peu le temps réel. On voit à l'horizontale, donc le temps en millisecondes, et à la verticale, donc ici mes 8 CPU et mes 2 GPU. Et on peut voir chaque petit bâtonnet, c'est une tâche qu'on a soumise à StarPU. Donc ici, on peut voir chaque petit bâtonnet, c'est les sous-gems de mon gem général sur CPU et sur GPU. Et puis ici, une QR avec les différents sous-kernels qui sont appelés dans une QR. C'est assez intéressant pour savoir exactement ce qui se passe et savoir si j'utilise bien ma ressource. Et essayer de comprendre peut-être à des moments où on attend pourquoi. C'est peut-être parce que j'appelle une autre API, autre chose, ou que j'ai eu un point de synchro.
MPI. Voilà. On peut aussi avoir des flèches entre les rangs MPI pour voir les communications qui passent et le temps qu'elles prennent, pour vérifier que, bon, bah, est-ce que les communications vont assez vite ou pas, et comment se répartit tout ça. Et un dernier point, je voulais revenir sur donc une expérience qu'on a eue de développement. En fait, on a eu une collaboration avec des chercheurs de l'INRAE qui avaient besoin de faire une classification d'individus, enfin de caryotes. Ils avaient une grosse matrice de distance ADN entre leurs individus. Et ils faisaient ça habituellement en Python. Ils avaient besoin d'aller plus loin parce qu'ils avaient potentiellement eu beaucoup de données qu'ils avaient générées par leur carottage, là. Enfin, et en gros, ils avaient genre des millions d'individus à analyser. Ils se sont dit, mais nous, derrière, pour faire ça, typiquement, c'est des méthodes multidimensional scaling. Donc, c'est un peu comme une ACP, analyse en composantes principales, pour ceux qui connaissent. Et ça, en sous-jacent, bah, c'est des SVD. Et les SVD, bon, ça peut être très coûteux. Normalement, c'est en n-cube. Bon, là, il se trouve qu'on a de la chance parce que c'est des matrices à rang faible. Donc, on peut faire des approches randomized des SVD. Donc, ce qui nous amène à calculer en fait une SVD tronquée. Donc, c'est plutôt un n carré fois r, r, un rang qui est assez faible. Donc, par exemple, 1000 au lieu de n égale 1 million. Et en fait, on a pu mettre en place des stratégies où on a plugué Caméléon dans cette application et on a paralysé, enfin, on a fait une version distribuée de cette analyse-là, de façon assez simple, en fait, tout avec StarPew. Et en fait, on a codé les petits bouts qui pouvaient manquer en StarPew, c'est-à-dire lecture, assemblage de la matrice, pré- et post-traitement sur les matrices, et donc appel à Caméléon pour tout ce qui était vraiment calcul algèbre linéaire à l'intérieur, là. Et donc, on a réussi à paralyser ça assez bien. Notamment, donc là, c'était à l'époque sur Oxygène. On a été jusqu'à 100 nœuds pour traiter le cas 1 million. Donc, il fallait 100 nœuds pour en fait simplement que ça rentre en mémoire. C'est juste pour que ça rentre en mémoire, il fallait les 100 nœuds, parce qu'une matrice dense 1 million par 1 million, ça fait un peu de place. Et on était assez contents. Et suite à ça, en fait, bah, on s'est dit, bah, tiens, ensuite, un Jean Zay est arrivé. Et bah, simplement, on a installé la même application sur Jean Zay. On a activé le fait que StarPew utilisait les GPU. Et on n'a rien eu d'autre à faire. Et on a eu des facteurs 10 sur le GEM, 3 sur la QR. Sachant que là, c'est un peu des formes particulières, c'est pas toujours assez gros pour exploiter à fond les GPU non plus, parce qu'il y a quand même 4 V100 sur Jean Zay, il me semble. Donc avant de pouvoir les remplir, il faut quand même y aller. Donc certainement, on sous-exploite complètement ces nœuds-là, mais du moins, on a quand même pu assez rapidement faire l'expérience, pas en claquement de doigts, mais voilà, en quelques jours de boulot, j'ai pu lancer des expériences et faire des graphes, quoi. Et on avait des résultats intéressants, si bien que la partie bleu ciel, qui est la partie calculatoire ici, la partie RSVD, est devenue 10 fois moins importante. Et en fait, c'est les IO qui sont devenus prédominantes dans ce calcul. Voilà. Donc, c'était plutôt agréable d'utiliser StarPew et Caméléon. Et c'était assez simple d'utiliser Caméléon comme une lib externe et à la fois d'ajouter finalement des appels à StarPew autour. Ce n'était pas si compliqué. Et en plus, ça nous a permis justement de pipeliner certaines des tâches. Par exemple, les étapes de lecture peuvent très bien se faire en même temps que des tâches de calcul qui démarrent quand on commence à charger les données en mémoire. Parce que tout ça est géré par StarPew. Voilà. Moi, j'ai fini. Merci. Pour la partie algèbre linéaire, les tâches, elles travaillent donc sur chaque codelet, travaille sur une tuile. Ouais, exactement. Et sur le GPU, c'est quand même un noyau paralléliste ou c'est un thread. Ah bah non, c'est un noyau parallélisé en dessous. C'est Kublas qui va. Ah oui, je soumets un gem de taille 2000-2000, par exemple, dans ce cas-là. C'est Ah oui, à 2000 ah, on est d'accord. Tout à fait. Et à l'intérieur, c'est ceux qui eux-mêmes doivent être parallèles. Alors là, tu as la chance d'avoir NAS qui te le fournit déjà. Oui. Il faut l'écrire. Ah oui, Avec, bien sûr. et vous, comme c'est pas de l'algèbre parallèle, c'est quoi la manière pour écrire ces trucs-là? Bah, c'est ce que tu disais, souvent la bonne solution, ça peut être de déléguer justement à des approches par compilateur ou enfin, ouais, ou des approches que vous avez présentées, je pense que ça se conjugue en fait. Oui, oui, j'imagine, ouais. Ouais. Parce que toi, tu disais tout à l'heure que Cocos, ça pouvait être MPI plus Cocos, bah, c'est un peu ça, là, ça pourrait être StarPew plus Cocos, j'en sais rien. Tu vois. Typiquement, on a écrit des kernels. Est-ce qu'on a écrit des kernels à des moments parce qu'il manquait dans les classes, hein? Moi, j'ai écrit, oui, moi j'ai écrit des kernels pour faire le pré-traitement de la matrice, par exemple. Mais je ne l'ai pas fait en. J'ai fait, moi, ouais. Moi, j'ai l'expérience que de faire des kernels CPU, effectivement. Alors après, ça peut être des multithreadés, hein. Tu peux exposer des noyaux multithreadés avec OpenMP et tu dis à StarPew, attention, c'est un noyau multithreadé et il va gérer, tu vois, le numthread, par exemple,
d'OpenMP à la volée, hein, parce que lui, il sait que sur les ressources où il y a 8 cœurs. Bon, bah, il va automatiquement mettre les 8 cœurs d'OpenMP. Voilà. Mais ouais, en fait, Mais- je me positionnais plus comme je suis un développeur d'application qui veut utiliser Starview pour faire mon application GPU. C'est pas de l'algèbre binaire, hein, c'est Oui, oui. des Ça- parallèles, des trucs comme ça, par des choses où je dois écrire moi-même le cœur de mes boucles. Donc, dans ce cas-là, j'écris en OpenMP ou en Cocos, mettons, ou IO. Ou CUDA, hein. Tu peux exposer ton noyau CUDA. Mais c'est le cas, je suis limité à la LSDIAC, hein. Oui. Et après, du coup, je dis que les données sont déjà sur le GPU parce que j'imagine que ça, c'est Starkey qui s'en occupe. En fait, Je trouve le niveau de parallélisme à mettre dans ma boucle elle-même et le niveau de parallélisme que je laisse Starkey gérer. En fait. Alors, c'est là où les tâches récursives, on espère que ça pourra apporter ce qu'il faut, au sens où il se pose la question, je vais prendre le micro. Donc, les tâches récursives, ce qu'on va faire, c'est effectivement essayer de jouer entre je veux être efficace, je veux du parallélisme, et se rendre compte au moment où on découpe, on se dit ah non, mais là, je découpe trop, ça va être trop efficace, trop inefficace par rapport au parallélisme que je vais obtenir, et donc savoir s'arrêter au bon moment. Et ce qu'on espère, c'est que dès que la matrice est un peu grosse, de toute façon, on coupe, puis au moment où on a parallélisé assez, on dit super, et les tuiles sont très grosses, c'est pas grave, tant mieux pour les GPU, ils vont se faire plaisir. Mais évidemment, si après l'application a des matrices trop petites, on va s'arrêter un moment et on ne va pas utiliser toutes les ressources de la machine parce que ça ne sert à rien. Effectivement. Pardon Trop petit, ça existe sur le GPU? Pour le remplir, oui. Si tu fais une tuile 64-64, tu ne vas pas remplir tous les cœurs du GPU. Ah, parce qu'il faut qu'une seule tâche remplisse le GPU. Alors, par exemple, ou alors, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est si on a plein de tâches petites, on peut utiliser du multistream pour utiliser plusieurs tâches sur un même GPU, effectivement. Typiquement, pour du creux, oui, c'est ça qu'on va faire. Pour du dense, de toute façon, on va découper puis on va s'arrêter. Et si la matrice est vraiment très petite, oui, au pire, on va dire, je prends toute la matrice, je la mets sur un GPU, ça n'arrive même pas à remplir ce GPU-là, puis les autres GPU, je ne les utilise pas, tant pis. D'accord, non, mais j'imaginais, enfin, à tort, hein, Mm. mais que Starview permettait de gérer le parallélisme du GPU. Ce que je me dis, c'est non. Non. Starview permet de tout mettre dans le bon ordre GPU, de gérer le Ouais. recouvrement des transferts. Par contre, il y a un autre modèle complètement indépendant pour utiliser mon GPU, C'est ça. le parallélisme du GPU lui-même. Nous, on a fait le choix finalement de dire ce qui se passe dans le GPU, on s'en occupe pas, ce qui nous simplifie la vie, ce qui nous permet d'être plus portable aussi, parce que débrouillez-vous. Ce qui est un choix, quoi, sachant qu'il y a quand même des outils à côté qui peuvent être interopérables, au sens où à un moment on a une fonction CUDA qu'on branche. Et, donc c'est plus compliqué, et c'est là où c'est pas forcément facile pour les gens qui sont vraiment applicatifs de se dire je vais aller vers ça, parce qu'ils disent ah mais ça fait pas tout pour moi. Et nous on dit nous effectivement on fait que le runtime, alors que des frameworks qui eux vont faire tout, effectivement, mais sur le runtime c'est pas forcément leur métier. Et nous ce qu'on essaie de faire c'est se positionner en tant que je suis un runtime que vous pouvez bloguer dans votre framework pour nous déléguer tous ces trucs compliqués où il faut vraiment regarder le matériel, alors que vous, votre cœur de métier, c'est faire des API qui sont agréables pour les utilisateurs. Ce qui n'est pas notre rôle. Nous, on ne sait pas faire des trucs agréables pour les utilisateurs. C'est agréable quand on est dans le framework, mais le programmeur final, typiquement le physicien, il n'a pas envie de faire des insert tasks comme ça, etc. Il veut appeler juste des fonctions gentilles, quoi. Ouais, Ouais. Mais Florent... avec des développeurs applicatifs, déjà générer du code qui soit capable de tourner sur le GPU, je ne parle même pas de l'occuper à 100%, hein, mais déjà avoir un truc qui tourne dessus. Après, il faut gérer le parallélisme hiérarchique au sein du GPU parce qu'il y a la notion de bloc. Au sein d'un bloc, tu peux accéder à la même mémoire, mais pas entre blocs. Maintenant, NVIDIA vient de nous rajouter un troisième niveau de hiérarchie. Du coup, ce n'est pas la même chose que chez AMD ou chez Intel. Rien que ça, ils ne sont pas encore là, quoi.
Et après, aller en plus faire des choses malines entre GPU, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ça leur paraît Mais vraiment loin, quoi. c'est pour ça que pour nous, on dit cette partie-là, on sait faire. Vous en occupez pas. La partie kernel, nous, c'est pas notre métier et c'est application spécifique ou autre. Voilà, nous, on apporte cette brique-là. Elle reste à combiner avec le reste, effectivement. Pour la partie stream, il y a Alfredo qui avait utilisé ça dans QRMUMS. Il dit effectivement, SRPU va balancer les tâches sur les différents streams. Donc après, il faut effectivement que CUDA synchronise bien. On n'en lance pas trop à la fois dans chaque stream pour que, du coup, effectivement, dans le GPU, ça se mélange. Effectivement, qu'on ait vraiment plusieurs kernels qui tournent en parallèle. En pratique, effectivement, dans QRMUMS, ils étaient assez contents de ce qui se passait. Donc en pratique, ça a l'air de bien marcher. Ça reste un programme, des streams, quand c'est pas. On n'en met pas 1000, non, on en met quelques-uns, oui. Après, voilà, sur du grain très fin, on est limité par CUDA. Si un jour ils permettent que 1000 streams, ça ne soit pas coûteux, on pourra le faire si besoin, quoi. Matériel et hardware qui fait qu'il y a besoin de milliers de threads pour occuper, mais par contre, les streams, c'est un concept différent, ils ne matcheraient pas le hardware. Le fait que le hardware soit finalement très simple sur un GPU par rapport à un CPU, ça fait que peuvent en mettre beaucoup sur une carte et donc ça va vite, du débit. Mais par contre, ouais, le modèle de Chrome, il a des limitations que tu es en train de dire et je ne suis pas sûr que ce soit des limitations qu'ils enlèvent. Quoi. Je ne sais pas, à quoi ressemble le futur et du modèle de Chrome. Ouais, non, c'était juste pour compléter des remarques que vous avez fait, du coup, toi, Samuel et Florent. Florent, il a dit à un moment qu'il avait réussi aussi à composer, du coup, Caméléon avec du code plutôt côté MDS. Donc, c'était juste pour dire aussi que cette approche runtime et taskifiée, je pense qu'elle mérite d'être amplifiée et d'être poussée aussi au niveau utilisateur, peut-être via des interfaces qui sont plus agréables pour le coup pour effectivement permettre de débloquer cette composabilité en fait au niveau application pour les runtime. Typiquement, si je fais une application, je sais pas, qui va avoir besoin de caméléon et de scotch, etc., et que j'ai un bout de pré ou de post-traitement qui effectivement pourrait tirer parti d'un asynchronisme ou d'une autre propriété de la machine, je trouve que l'approche runtime apporte cette facilité-là aussi. Donc, c'est peut-être des choses à réfléchir et à discuter. Mais voilà, c'était juste pour compléter ça, quoi. Pour compléter un point que Florent n'a pas détaillé complètement sur l'histoire de l'application qui avait des matrices à charger et puis ensuite faire son calcul. Ce que j'ai trouvé très intéressant grâce à l'approche tâche, c'est que donc on a des tâches qui chargent depuis le disque dur. Donc il y a des nœuds de stockage. La distribution qu'on obtient ne correspond pas à ce qui est plus efficace pour ensuite les communications pendant le calcul. Donc, il faut redistribuer en fait sur le réseau MPI qui lui est rapide. Donc, on charge depuis le disque dur d'une certaine manière, puis on redistribue avant de commencer le calcul a priori. Puis ensuite, on fait le calcul, on fait ce qu'il faut. Dans le cas d'une programmation par tâche, on pipeline tout ça. Si on le faisait à la main, on aurait des grosses étapes, on charge, puis on redistribue, puis on lance le calcul. Quand on est sur des tâches, eh ben on peut dire, alors, lire depuis le disque dur, de toute façon, les nœuds de stockage en face, ils n'arrivent pas à suivre. Donc, on met juste quelques cœurs sur chaque machine à tirer les données depuis les nœuds de stockage. Ça ne sert à rien d'en avoir plus, de toute façon, ça le surcharge. Et puis, dès qu'il y a un peu des données qui ont été chargées, on sait qu'il faut les envoyer sur un autre nœud en MPI. On démarre le transfert MPI immédiatement parce que la tâche qui fait le transfert, elle devient prête dès que la tâche qui fait la lecture de disque a fini pour cette tuile-là. Donc la tuile, elle est arrivée sur le premier nœud MPI, enfin sur le nœud MPI où on a envie qu'elle soit pour le calcul. Et dès qu'elle est arrivée sur place, on peut commencer le calcul. On a commencé tout juste à charger des données depuis le disque dur, on les envoie à MPI et on commence le calcul alors même qu'on a chargé 1% de la matrice. Donc on pipeline complètement ça. Donc après,
il y a des questions de par quoi enfin, qu'est-ce qu'on commence à charger depuis le disque dur, autant charger ce qui va être utilisé en premier dans l'algorithme. Donc là, ça commence à être des questions intéressantes. Éventuellement, la compilation peut nous donner des informations, nous dire, moi, je vois la structure polyhédrale de la soumission de tâches, je sais que ça commence par tel endroit, donc on va mettre des priorités sur les tâches de chargement pour commencer par celles qui sont au début du graphe. Et après, le runtime, il déroule la chose. C'est intéressant aussi parce que on va limiter l'utilisation donc, du disque, on va aller au débit qui va bien, on va limiter aussi l'utilisation du réseau, c'est-à-dire c'est pas on utilise tout le disque tout d'un coup, puis on n'utilise pas du tout le réseau, puis ensuite on utilise tout le réseau tout d'un coup, puis on n'utilise pas du tout le calcul, puis ensuite on fait que du calcul, on n'utilise pas le réseau. On fait tout ensemble, éventuellement on met une limitation sur l'utilisation des ressources adaptée à finalement ce qui peut fournir. Et donc, c'est là où cette approche où finalement on soumet tout et débrouille-toi, on peut très facilement exprimer des choses qu'on n'aurait jamais imaginées si on faisait le code à la main. Oui. Je me demande sur les retours utilisateurs et en partie sur la partie profiling, analyse des runs. Est-ce que les runs que tu vois, au final, ils ont des tâches de calcul qui tournent côté CPU? Est-ce que StarView place des tâches sur les CPU ou est-ce qu'au final, StarView fait son analyse et se rend compte que autant tout laisser sur le GPU? Je n'ai pas compris. À quel moment tu dis il ne va pas lancer Dans sur ta le partie CPU? calcul, Ouais. toi, tu as décrit ton DAG, tu as toutes tes tâches et donc StarView va faire une analyse via son modèle de coût. Est-ce que je tourne côté CPU, côté GPU ou un petit peu des deux et je fais des transferts? Et donc, ma question, c'est est-ce que en pratique, sur ce que tu observes sur tes exécutions, StarView va placer des tâches sur le CPU ou finalement, est-ce que le modèle de coût l'amène à tourner essentiellement sur le GPU et à laisser le CPU au repos? Bah là, là, tu vois qu'il remplit tout, quoi. Ouais. Mais tu veux dire, est-ce qu'il y a des cas où il fait que du GPU, quoi? J'ai l'impression qu'à la fin, Ouais. il n'y a que du CPU. Ouais, effectivement, hein. Mais pas pour n'importe quelle tâche. Oui, c'est parce que le vert, ça doit être des tâches de gem, et il a dû voir qu'effectivement, le gem était bien plus efficace. Il y avait une telle différence entre la perf du noyau sur CPU et GPU qu'il s'est dit autant tout envoyer sur le GPU à ce moment-là, quoi. Mais du coup, effectivement, c'est un peu sous-utilisé. Enfin, les CPU ne sont pas hyper utilisés, mais des fois, le fait d'ordonnancer des tâches un peu trop sur CPU, bah, tu décales tout. Après, c'est le GPU qui, lui, est en attente, quoi. Il vaut mieux bourrer le GPU à fond, quitte à ce que les CPU s'ennuient un petit peu. C'est mieux sans ça. Ouais, en fait, si je pose la question, c'est Ouais. que c'est complètement toute expérience sur les Ouais. applications avec lesquelles on bosse et qu'on regarde en pratique, en fait, l'aspect hétérogène, on le voit quasiment pas. Si on peut garder les données côté GPU, ne pas faire les transferts et faire il faut vraiment que le CPU soit super efficace sur une tâche et que ce soit un truc très très mal adapté au GPU pour que ça ait un intérêt de. Après, honnêtement, ça, c'est une trace que j'ai dû faire un peu genre la semaine dernière avant là, cette présentation. Et je peux te dire que je pense que je n'utilise pas les tâches parallèles dans ce cas-là. Ce qui veut dire que là, il y a une énorme différence entre la tâche CPU du gem et la tâche GPU. Ce serait intéressant de voir la même trace avec avec les tâches parallèles. Je pense que ce serait vachement plus équilibré. Là, pour le coup, tu aurais peut-être des gems côté CPU, tu vois. Et du coup, la partie verte, il y a des flux. C'est un gros gem. C'est un gros gem parallèle. Bah ouais. Il a décidé de bien les ordonnancer. Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là. Après, il y a des fois, il y a des choix de l'ordonnanceur qu'on ne comprend pas trop, hein. Non, mais c'est intéressant à. Après, c'est quelque chose à analyser. C'est des vrais sujets de recherche, hein, derrière. Ce qu'il y a, c'est que là, il y a plein de gemmes de toute façon. Ouais. Donc, on a de toute façon toutes les tâches sont prêtes en gros. Donc oui, on peut en envoyer sur le CPU. Il y a de quoi faire. C'est-à-dire qu'on on regarde. Alors ça dépend de l'ordonnanceur, hein, bien sûr. Mais en gros, quand il voit que les GPU sont pleins, dans une certaine mesure, il dit bah ok, là maintenant je peux en mettre sur le CPU. Il terminera plus vite la tâche que sur le GPU, parce que le GPU, effectivement, il a 300 fois plus de tâches peut-être déjà remplies. Et donc même si la tâche sur CPU va aller 300 fois moins vite, il va quand même terminer avant le GPU qui est déjà bien plein. Et
Oui, parce que là, tu imposes tes données sur CPU en entrée et en sortie, c'est ça? Oui, Ok. oui, tout à fait. Donc après, il y a un compromis par rapport au déplacement des données, etc. Et c'est là où la topologie dont je parlais, ici, entre les deux GPU, éventuellement, il y a des données dont on s'est servi pour un gem qui est là. Il va se rendre compte que ah, mais la donnée, elle est là, transférer d'un GPU à l'autre, ça va aller très vite. Donc ce gem-là, je vais plutôt le faire sur le GPU d'à côté parce que j'aurai pas le coût de transfert. Alors que l'envoyer sur CPU, le coût de transfert, là, il va être quand même assez grand. Peut-être ça va pas être intéressant. Oui, c'est ça. Et puis même, enfin, on observe des fois, souvent, si tu arrives à avoir tes données sur le GPU en entrée et qu'en sortie, tu es prêt à les garder sur le GPU, en fait, pour utiliser la puissance de calcul du CPU, c'est-à-dire faire des lectures sur la mémoire du GPU ou des écritures sur cette mémoire-là, tu peux potentiellement ralentir l'exécution des noyaux sur le GPU parce que tu es en train d'aller taper sur leur bande passante qui est souvent le bottleneck. Et en fait, exécuter sur le CPU ralentit l'exécution y compris des GPU et en fait, tu as intérêt à ne pas utiliser ton CPU vu le ratio de puissance entre les deux. Alors, ça va être les transferts qui va ralentir, effectivement. Nous, dans le modèle, pour l'instant, on ne fait pas de lecture à distance. C'est-à-dire le GPU n'accède pas à la mémoire CPU pour l'instant. Donc, c'est que les transferts vers le GPU qui vont être ralentis. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, actuellement, cet effet-là, on ne le regarde pas. Après, éventuellement, ça pourrait se tuner, c'est-à-dire que dire, bah, effectivement, évite, enfin, dire, bah, il y a moins de bande passante, et donc ça va forcer StarPU à moins utiliser de transfert en gardant plus les données sur place. Mais après, effectivement, si on dit, ouais, non, mais je pourris, autant pas utiliser le CPU, effectivement. Alors, il y a une remarque dans le chat, c'est dire, effectivement, bon, peut-être des moments, on ne met pas de tâches sur CPU parce que le GPU va tellement plus vite. Des fois, c'est juste le noyau, il n'est pas porté. Et donc, bah oui, le CPU, on va l'occuper avec les noyaux qu'on a la flemme de porter parce que c'est compliqué. Donc voilà, pourquoi pas. Et à un moment, c'est dans la pile de temps que tu montrais, ouais, celui-là, éventuellement, on se rend compte, ah mince, ce noyau-là, il est que sur CPU et il prend beaucoup de temps. Bon, bah ok, là, je vais peut-être prendre l'effort parce que je vois que c'est la moitié du calcul. Si j'arrive à l'accélérer x10 sur le GPU ou x20, x100, bah, je vais diviser par 2 mon temps d'exécution parce que c'était la moitié du temps d'exécution. Mais au moins, on peut le faire progressivement. C'est ça qui est intéressant. On n'a pas besoin de porter tous les noyaux au départ. Au pire, ça va être lent, c'est pas grave, mais au moins, on voit ce que ça donne et on a une idée de où est-ce qu'on essaie de mettre de l'effort. Ce qu'on a peu évoqué entre SQL et Cocos, c'est qu'il y a dans SQL, comme dans Arcane, que tu as évoqué, une notion de graphe de tâches. En fait, à chaque noyau, on liste les données en entrée, les données en sortie, et il y a un DAG qui peut être construit. SQL, c'est une spécification, donc ça ne dit pas comment ça se passe derrière, mais en soi, il pourrait y avoir ça. Est-ce que StarPU, ça serait le runtime à utiliser pour faire une bonne implémentation de SQL ou, Bah, moi, j'ai envie effectivement de faire ce genre de choses, de dire on se branche sur une API qui existe et dire bah, génère un graphe derrière. Et au sens, même si après SQL veut garder son runtime parce que c'est pas étonnant d'avoir son propre runtime qu'on bricole, de dire mais brancher les runtimes les uns dans les autres pour factoriser les efforts, enfin typiquement en Caméléon, voilà, il y a plusieurs runtimes. Moi, c'est une chose que je pense utile. les synthèmes que je connais de Ouais. SQL n'ont pas de runtime. Elles ont le graphe de tâches. Ah oui, elle pousse le graphe, hein, ouais. Juste mettre dans des streams différents, mais il n'y a pas de D'accord. runtime dans les implémentations existantes. D'accord. Bon, Je connais de ce que je connais des implémentations de SQL. du coup, il délègue au runtime de CUDA, quoi. Mais, C'est pas un runtime, oui, oui. c'est vraiment un hardware qui reçoit des trucs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un modèle d'exécution. Le modèle d'exécution CUDA, et il n'utilise pas un runtime qui tourne sur le CPU, mais on pourrait le remplacer par un runtime sur CPU, effectivement. En fait, c'est StarPU.
Mm, mm. J'ai une petite remarque si j'ai le Ouais, temps. ouais, ouais. Euh, une remarque, je ne l'ai pas mis dans mes planches, mais j'y ai pensé là dans nos discussions. Comme on était plutôt focalisé sur le GPU, je me suis dit, je ne suis pas sûr d'en parler, mais je pense que ça peut être intéressant. Enfin, il y a un élément, moi, que j'ai trouvé parfois un peu gênant, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la faute de Starpew, mais j'aimerais bien qu'on discute de savoir comment peut-être on peut faire mieux ou s'il y a des alternatives. C'est la gestion des tags MPI. Parce que dans ce paradigme-là, dès lors que j'enregistre une sous-donnée de mes matrices à Starpew, il va falloir associer un tag MPI précis. Or, la plage de tags disponible dans les implémentations MPI, on le sait, elle est bornée, c'est limité. Il y a un certain nombre de, je ne sais pas, en millions. Ouais, voilà, ça dépend. Et le problème, c'est que moi, ça nous est arrivé, nous, en codant là, sur un peu des gros cas comme ça, avec des centaines, je ne sais pas combien on avait de sous-handle StarPU, c'est-à-dire de sous-tuiles. Mais là, on était dans des cas où déjà, bon, on gérait plusieurs matrices en même temps. On initialisait au départ. On n'utilise pas forcément toujours au même moment, mais pour lequel on doit associer un tag MPI prêt à l'emploi pour préparer s'il y a une com un jour qui arrive. Mais en fait, tout ça, c'est hypothétique. Mais bon, quand même, il faut réserver, il faut réserver un tag, quoi. Et ça, c'est hyper embêtant en fait, à gérer pour l'utilisateur parce que c'est vrai qu'il bon, alors, il n'y a que lui qui peut savoir à l'avance combien il va avoir besoin de données, finalement. Le runtime, ça peut être délicat pour lui de deviner. Donc, c'est logique aussi que ce soit à l'utilisateur de réfléchir à ça. Mais en tout cas, c'est juste pour dire, on parle de retour d'expérience. C'est un problème en MPI, donc c'est un problème en StarPU, quoi. StarPU ne le règle pas. Et des fois, c'est compliqué. On se retrouve vraiment avec des vieux bugs. Enfin, on fait sa réservation sur 100, 150 nœuds et en fait, notre truc, il explose parce qu'elle nous dit ah, mais c'est un tag qui existe déjà, qui a déjà été utilisé, recommence, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas, toi, Sam, si tu as une réponse par rapport à ça. Est-ce qu'il y aurait une manière, je ne sais pas, peut-être une fonction API ou quelque chose pour gérer ça alors, de façon un peu plus facile pour l'utilisateur, enfin rendre un peu plus facile ces choses-là. Lui exposer la plage de tag et dire peut-être commence par réserver ça pour une matrice, mais attention, tu es en train d'en faire deux. Et dès le départ, je ne sais pas, tu vas avoir une aide comme ça. Alors, Ça se fait. moi, en général, la réponse que j'ai, c'est si on peut le faire en dehors de StarPU, faites-le en dehors de StarPU. Au sens expérimenter, et éventuellement, s'il y a un truc qui peut être mis en commun, bah, on peut l'intégrer dans la distribution StarPU. C'est vraiment une raison un peu d'ingénierie logicielle, c'est de dire, comme ça nous force à faire des choses indépendantes et que du coup, effectivement, on a des briques qui fonctionnent indépendamment avec les gens qui peuvent mettre leurs mains dedans indépendamment et c'est pas plus mal. Pour éviter de se marcher dessus quand on augmente des fonctionnalités. Typiquement, les calculs de distribution symétrique, etc., dont on a parlé, ces choses-là, on ne les fait pas dans StarPU, ce qui permet aux gens de se dire, bah, en fait, je peux bricoler mes histoires de distribution dans mon coin sans avoir à mettre les mains dans StarPU. Et éventuellement, on les met dans StarPU, mais en les ayant développés en dehors, ça nous force à avoir quelque chose de bien isolé.